Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen et je suis aujourd'hui avec Cyril. Salut Cyril. Bonjour Damien et bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler d'éducation parce que c'est un domaine que tu connais, auquel tu t'intéresses et que tu maîtrises un peu quand même, l'air de rien. Et donc ben voilà. Est-ce que tu veux faire une petite présentation avant de démarrer? Alors oui, bien sûr, donc je suis Cyril, j'ai 30 ans, je suis du 95 et je travaille depuis toute ma vie auprès d'enfants, principalement de 3 à 17 ans Mhm. et depuis un an auprès de 0 3 ans. D'accord. Ah oui, donc des tranches d'âge assez larges quand même au final. Voilà, je suis passé par une différente tranche d'âge et petit à petit ces dernières années, ça a diminué vers les plus petits. D'accord. Ok. Bon, ben très bien, merci. Première question, assez simple, hein. Comment est venue en toi l'envie d'avoir une approche différente de l'éducation des jeunes? Parce que c'est de ça qu'on va parler ce soir. Comment ça t'est venu cette envie? Alors en fait, pour moi, une chance, c'est de grandir dans un milieu défavorisé en cité Oui. où la population est très variée, Mhm. le centre social était très actif. Et donc, j'avais déjà en vue différents types d'éducation, différents types, soit d'autres pays, soit d'autres cultures. Mhm. Et en même temps, j'ai pu voir aussi les faiblesses de notre système scolaire. C'est-à-dire que moi qui étais très en avant, j'étais mis de côté. Ceux qui étaient en retard, ils étaient mis de côté. Ceux dont le comportement n'était pas docile, ils étaient mis de côté. Et au final, seuls les quelques moyens étaient intéressants pour les profs. D'accord, ouais, ça fait beaucoup de personnes mis de côté, là, vu comme ça, oui, en effet, ça fait un paquet de monde dont on s'occupe pas, quoi. Petit à petit, au fur et à mesure des années, en fait, les élèves ne posaient plus de questions et étaient dociles. D'accord, ouais, intéressant. Ok, d'accord. Et donc c'est de là que ça t'est venu, toi, cet intérêt pour l'éducation en général? Depuis toujours, tu savais que tu voulais travailler avec des jeunes alors? C'est ça, en fait, j'ai commencé à 10 ans à m'intéresser au bénévolat. Et de 10 à 20 ans, j'ai été bénévole dans le centre social du quartier. Ah oui, d'accord. Donc t'as attaqué vraiment tôt, quoi. D'accord. Ok. Super intéressant. Ok. Et alors concrètement, aujourd'hui, tu es donc éducateur, c'est ça, pour des jeunes? Bon. En fait, je suis pas encore éducateur jeune enfant, c'est ce que je vise. Oui. Euh, Jusqu'à présent, j'étais directeur de colo et classe découverte. Oui. Et là, je me suis réorienté vers un CAP petite enfance pour faire éducateur jeune enfant dans un an. D'accord. Ok. Bon, bah parfait. Nickel. Alors on a parlé en off donc de différents types d'éducation, si on peut le dire comme ça. Il y en a une particulière à laquelle tu t'intéresses, en espérant que je ne vais pas l'écorcher, qu'on appelle l'éducation Pickler-Logzi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, en fait, jusqu'à présent, je me suis intéressé à différents pédagogues comme Dolto, Montessori, Corsac et tout. Hmm. Mais beaucoup s'intéressaient aux 3-17 ans. Pickler, c'est vraiment celle qui m'a le plus parlé pour les 0 3 ans, Mhm. que j'ai découvert assez tardivement par rapport aux autres. Et elle est basée sur 3 principes. C'est que l'enfant, enfin, le grand principe, c'est que l'enfant n'a pas forcément besoin de l'adulte comme figure d'autorité ou comme figure de je sais tout, tu vois. D'accord. Le premier principe, c'est de conserver la même relation affective qu'il y a entre l'enfant et le parent, Mhm. entre l'enfant et son référent dans la crèche ou dans la structure. D'accord. C'est-à-dire que l'adulte, en fait, il est là pour accompagner l'enfant dans ses propres découvertes. Il est là pour avoir un regard bienveillant et lui dire, voilà, je vois ce que tu fais, je ne porte pas de jugement dessus, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Ok. Après, l'adulte aussi, évidemment, pour la sécurité, Mhm. mais on va pas dire à l'enfant, tu risques de te faire mal. Ça va plus être, là, je vois que tu essaies de faire ça, peut-être que tu pourrais essayer autrement. D'accord. Oui, c'est assez surprenant parce qu'en effet, ça a l'air de s'éloigner quand même pas mal des schémas traditionnels qu'on connaît. Enfin, je sais que moi, c'est pas spécialement le type d'éducation que j'ai eu. Et d'accord. Et alors, ça se passe comment? Il y a des pays dans lesquels ça a porté ses fruits? Il y a eu Alors, Comment ça se passe? ça a commencé en Hongrie, donc avec Émile Piccolor qui a mis ça en place. Mhm. Et petit à petit, ça s'est exporté en Europe. Et en Mhm. France, depuis quelques années, ça devient une mode, en quelque sorte, plus ou moins bien adaptée. Oui, Dans la crèche où je suis, par exemple, c'est mis en place à 100%. d'accord. Donc, l'enfant, il va être principalement stimulé par du jeu libre. Mhm. Il y a des espaces, un espace dinette, un espace toboggan, etc. Et c'est l'enfant qui va faire ses propres découvertes. L'adulte ne va pas proposer une activité gommette, une activité origami ou autre. C'est vraiment l'enfant qui est acteur du projet. Comment dire? Ils sont vraiment en fait portés à la fois sur eux-mêmes, mais Oui. aussi sur les autres, mais toujours avec de la bienveillance. Après, c'est comme tout, il y a quelques petites disputes et tout, Mhm. mais ils savent comment réagir. D'accord. Nous, on est là pour les accompagner.
Ok. Ouais, quand tu dis que les plus grands peuvent éventuellement s'approcher des plus petits, voir ce qu'ils font, s'y intéresser, c'est que bon, il y a un côté autonome, mais on dirait que ça responsabilise un petit peu aussi alors. C'est ça, mais sans forcer. C'est-à-dire qu'on va pas demander à l'enfant de lui-même de le faire. Mhm. Certains enfants vont le faire d'eux-mêmes, d'autres non. D'accord. Bon, bah, très bien. Question suivante. Est-ce que tu penses que cette éducation peut être adaptée à tous les jeunes? Alors, comme cette éducation, elle se base principalement sur le rapport avec l'adulte Mhm. et tout ce qui est jeu libre, activité autonome, Mhm. j'aurais tendance à dire oui, parce qu'elle a été faite pour les 0-3 ans, Mhm. mais en maternelle, ce lien aussi, il le manque dans les écoles maternelles, où elles sont souvent surchargées, un adulte pour 30. Il manque ce rapport, en fait, ce rapport de confiance et de partenariat entre l'enfant et son instituteur. Ouais. Et dans beaucoup d'autres domaines, pas que en maternelle, en primaire, c'est pire. Mhm. Euh, En périscolaire, pareil, entre les animateurs qu'on soit un grand groupe, qui vont parler au groupe, mais pas individuellement à chaque enfant. Ouais. D'accord. D'accord, bon, ok. On a parlé un petit peu en off d'éducation en général et tu m'as dit que tu t'intéressais à l'éducation dans d'autres pays dans le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, tout d'abord, il y a un exemple qui me saute aux yeux, c'est la Suède et d'autres pays qui ont interdit le châtiment corporel il y a 40 ans. En D'accord. France, ça a été interdit il y a 2-3 ans. Et Ouais. encore, c'est Mhm. pas toujours appliqué. Si on Mhm. a une vague loi, et puis si tu le fais, bah c'est pas trop grave, quoi. Mhm. Tout ce qui est punition en France, c'est vraiment des punitions. C'est bête et méchant, c'est au coin, c'est copier des lignes, c'est une fessée. Enfin, jusqu'à présent, dans notre système, ça a souvent été ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mhm. En Suède, ça va être une discussion, ça va être une sanction réparatrice. Tu as cassé, bah, tu vas essayer de réparer. Ou comment tu peux faire pour réparer ta bêtise. Ça va être un accompagnement. Et ça, c'est une différence par rapport à d'autres pays que la France a du mal à saisir. Mhm. Ce besoin aussi de se déculpabiliser de l'enfant. Il sait qu'il a fait une bêtise. Plutôt de lui amener comment il pourrait réparer cette bêtise, on l'amène à une punition. Oui. Donc l'enfant n'en sort pas gagnant, il n'en sort pas du tout grandi, il Mhm. en sort limite humilié en fait. Oui. Mhm. Après, un autre exemple qui m'a frappé, c'est en Chine, où les bébés sont sans couche. Ils ont un pantalon avec un trou au niveau des fesses, une sorte de fente qui s'ouvre quand ils se baissent, et ils font leurs besoins bah, là où ils ont besoin. Même en plein magasin, le parent va sortir un sac, un pot, n'importe quoi. Ou l'enfant va faire par terre, et le parent va nettoyer. Ok. Et ce qui fait que les enfants sont beaucoup plus propres, enfin sont plus vite propres qu'en France. D'accord. Ah, c'est ok. J'ai jamais entendu parler de ça. D'accord, c'est impressionnant. Ok. Parce qu'en France, c'est quoi? C'est à quel âge qu'on est propre? À un an à peu près? Je sais même pas. Non, plus que ça d'ailleurs. Plus qu'un an. Ah, là, par exemple, ça va dépendre de l'enfant, mais par exemple, j'ai des petits à la crèche qui ont 2 ans et demi qui sont pas encore considérés comme propres. Ouais, c'est ça. C'est plus. Généralement, un enfant est propre pour l'école maternelle. Ouais, d'accord. Donc c'est ouais, entre 2 et 3 ans, quoi, plus ou moins, si je comprends bien. Voilà. D'accord. Quand en Chine, ils le sont à 6 mois pour certains. D'accord. Ok, je connaissais pas du tout cette méthode. C'est super intéressant et ça porte ses fruits alors apparemment. D'accord. Euh, Après, je pense que ça serait applicable aussi en France, mais il faudrait que les magasins acceptent aussi de jouer le jeu. Et en euh, France, on a un rapport à l'hygiène un peu plus particulier. oui. Hmm. Après, il y a d'autres exemples, par exemple la Scandinavie Oui. et aussi beaucoup de pays nordiques, où que l'école maternelle et l'école primaire vont privilégier tout ce qui est sortie extérieure, jeux libres, voire des cours en pleine forêt. Ils vont garder en fait ce contact avec la nature, alors qu'en France, on privilégie beaucoup l'intérieur, pour ne pas déranger l'enfant. Mhm. Mais sauf que dans la vie réelle, l'enfant va être dérangé. Mhm. Dans ces pays, l'enfant est en pleine nature, bah, il apprend quand même sa leçon de maths, de français. On met en application avec la nature. On va compter les cailloux, on va épeler le nom des arbres. Donc ça, c'est aussi cette ouverture à la nature qui devrait s'appliquer en France. Mhm. Oui, oui, c'est vrai que étant jeune, ouais, je me rappelle pas avoir fait, à part peut-être une fois ou deux dans l'année, des petites sorties scolaires, mais c'était pas, on n'était pas dans la nature pour apprendre, quoi, ou pas plus que ça, quoi. C'était très éphémère, mais d'accord. Ça pareil, j'ai jamais fait un cours en pleine forêt et ça aurait vraiment été top. Ouais, un cours, c'est vrai qu'un cours en tant que tel en pleine forêt, ouais, non, j'ai jamais vu ça, d'accord, ok. Ça peut être intéressant. Et tu dis que c'est dans les pays scandinaves qu'on voit ça? C'est ça. D'accord, ok. Après, il y a aussi un autre exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est la Finlande, Mhm. où que l'école ne commence qu'à 7 ans et pourtant les résultats scolaires sont largement au-dessus de la France D'accord. et les enfants ne sont notés qu'à partir de 13 ans. C'est-à-dire que de 7 à 13 ans, il n'y a aucune note, aucun système de classement, de notation ou autre. C'est des petites journées d'école
où on privilégie le jeu et Mhm. l'auto-évaluation. On va demander à l'enfant, par exemple, qu'est-ce que tu as pensé de ton travail? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Qu'est-ce que toi tu aimerais apprendre? Des questions qu'on ne pose pas en France. En Ouais, France, on va souvent dire, voilà, t'as dicté, bah, t'as fait telle faute, t'as telle note, bah, révise, c'est tout. En Finlande, on dirait plutôt, bah, ok, là, tu t'es trompé, tu penses? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer? Sur quel point tu penses t'être trompé? d'accord. Ouais, c'est là qu'on voit que l'éducation selon les pays, elle diffère quand même énormément, quoi. Même des pays qui sont pas si loin du nôtre, notamment en termes de culture, ben, finalement, au niveau de l'éducation, ça peut être quand même très très différent. C'est ça, il y a une différence qui est, enfin, il y a des différences qui sont quand même énormes. Et juste reprendre un petit principe à droite à gauche pourrait déjà changer notre système. Par exemple, une sortie en forêt par semaine, je Mhm. pense que ça peut être mis en place dans les écoles primaires. Mhm. Si c'est bénéfique pour l'enfant, pourquoi ne pas le faire? Mhm. Mais alors, bon là je vais me faire l'avocat du diable, mais depuis quelques années maintenant, je crois, qu'on qu'on essaye d'enlever les châtiments corporels et qu'on parle souvent à l'école de supprimer les notes. Finalement, est-ce que c'est pas qu'on commence peu à peu à s'adapter à d'autres systèmes ou est-ce qu'il y a d'autres... je sais pas, est-ce que ça serait pas un lien justement avec le fait que d'autres pays le font déjà, le fait qu'il n'y ait plus de châtiments corporels ou qu'on note pas les enfants? Parce que je crois qu'on en parle déjà de le faire en France. Alors, ça fait quelques années qu'on en parle, donc c'est pour ça que je dis qu'on a quand même 40 ans de retard, mais c'est bien, c'est que la France montre du progrès. Mais le problème, c'est que beaucoup d'écoles sont encore sur le système classique, et que si on veut vraiment une pédagogie alternative, c'est des écoles payantes qui sont chères, enfin que beaucoup de parents peuvent pas se payer et qui sont pas forcément accessibles à tous. D'accord. Donc ce qu'il faudrait, c'est inclure ça en fait dans le système éducatif public, Oui, pas dans bien le sûr. privé. Bien sûr, bien sûr. Bah, ok, bah, tu vois, pour tout te dire, je savais même pas que dans le privé, il y avait déjà des systèmes d'éducation qui étaient différents. Moi, je me disais juste que les enfants étaient peut-être un peu plus suivis ou qu'il y avait moins d'enfants par professeur ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que je m'étais jamais renseigné plus que Alors, ça. Et d'accord. enfin, il y a beaucoup d'écoles Montessori. Il y en a quelques-unes qui reprennent la pédagogie de Steiner, de Waldorf. Enfin, il y a différentes pédagogies. En crèche, ça va surtout être Pickler qui commence à monter, Oui. mais tout le système éducatif public reste, à part les punitions qui sont supprimées, enfin les punitions corporelles uniquement qui sont supprimées. Mhm. Le reste, il faudrait changer les mentalités aussi des instituteurs, Et oui. refaire leur formation. Mhm. Et c'est vrai que quand pendant 40 ans, on t'a dit qu'il fallait faire comme ça ou que toi-même tu as été élevé comme ça, Mhm. c'est difficile de faire autrement. Oui, bien C'est pour ça sûr. que, par exemple, les parents, quand on leur dit qu'il faut pas mettre de fessées, souvent ils vont répondre, enfin beaucoup de parents m'ont répondu déjà: «Oui, mais moi j'en ai eu, je suis pas mort, je suis bien élevé», oui, mais il y a peut-être un autre moyen de faire. Oui, oui, bien sûr, ouais. Je vais pas défendre l'indéfendable, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de dire ça. Après, je suis peu renseigné sur le système éducatif, mais c'est vrai qu'il y a ouais 3 ans, 4 ans, je sais pas, quand ils ont commencé à parler de ne plus punir physiquement les enfants, ça m'a un peu surpris parce que j'ai l'impression que moi, c'est aussi comme ça que je me suis construit, mais oui, en effet, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres méthodes. C'est juste que oui, ce qu'on croit qui a marché sur nous, on a l'impression qu'il y a que ça qui marche, alors qu'en réalité, c'est vrai que c'est pas garanti, on n'en sait rien. C'est ça, mais c'est là où que le gouvernement a sa part de responsabilité. C'est qu'ils ont dit: «Voilà, faut plus taper vos enfants». Mhm. Mais au lieu de ça, ils auraient pu dire: «Il faut faire autrement, on va vous expliquer des méthodes et vous allez choisir». Mhm. Et tous les messages que j'ai vus, tous les messages de santé publique ou autres, enfin qui disent, «On interdit les fessées», j'en ai vu aucun qui disait: «Il faut faire comme ça» ou «On vous conseille comme ça». C'est, démerdez-vous, vous apprenez, vous Oui. et donc ces parents se retrouvent démunis forcément. Mhm. Oui, je vois. Tu parlais tout à l'heure du public et du privé. Toi, ton objectif à terme, ça serait d'essayer d'aider à généraliser un type d'éducation alternative dans le public ou est-ce que tu espères travailler dans le privé et juste faire ton petit nid dans le privé tranquillement? Alors jusqu'à présent dans mes colos, j'ai toujours essayé d'imposer mon système entre guillemets, «mon projet pédagogique» basé sur le joli, basé sur les découvertes de l'enfant, sur la bienveillance. À chaque fois que j'étais directeur de colo de classe découverte, je disais à la mairie ou à l'association: «Voilà, moi je fonctionne comme ça». Souvent ça passait bien. Donc du côté animation, on va dire que c'est plus ouvert. Après si je vais travailler dans les écoles, les professeurs ont ce qu'on appelle la liberté pédagogique. C'est-à-dire qu'un instituteur a le droit de mettre en place sa méthode, tant que Mhm. le programme scolaire est, respecté. Bon, le programme n'est pas toujours adapté, mais on peut combiner les méthodes tout en respectant le programme.
Donc si un jour je finis instituteur, on sait jamais, Mhm. je mettrai en place ces pédagogies-là. J'essaierai de prendre le meilleur de chaque pour adapter à la classe, aux élèves que j'aurai. Ouais, d'accord. Après, faire changer tout le système, ça c'est l'éducation nationale. Je pense qu'il faudra un paquet de personnes pour le faire changer. Ouais, là, ça sera plus compliqué, ouais, d'accord. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux parents pour l'éducation de leurs enfants, des choses qui te viennent en tête? Alors ça, j'en ai beaucoup. D'abord, le premier conseil que je donne aux parents quand je discute avec eux, c'est de ne pas mettre de pression sur l'enfant, mais de ne pas se mettre de pression. C'est-à-dire que l'enfant, c'est pas un trophée, c'est pas une compétition, et à part un handicap, il apprendra toujours à marcher un jour ou l'autre. Donc Mhm. faut pas se dire: «Voilà, mon enfant il est en retard, mon enfant, il se développe moins vite que son frère, que son cousin ou autre». C'est chaque enfant a son rythme, chaque enfant peut être accompagné, mais il ne doit pas être brusqué. Par exemple, je vois beaucoup de parents qui, pour l'acquisition de la marche, vont mettre l'enfant debout, le tenir par les mains et le faire «marcher» entre guillemets. Mhm. Ou, pour l'acquisition de la position assise, ils vont asseoir l'enfant avant qu'il soit prêt. Mhm. Alors le problème, c'est que ça retarde le développement. Parce que imagine, tu sais pas t'asseoir, tu as toujours été sur le dos ou sur le ventre, tu sais ramper et du jour au lendemain, tes parents, ils te prennent, ils t'assoient. Tu es dans une position que tu as jamais découverte avant, que tu as pas expérimentée par toi-même, donc tu sais pas comment revenir à ta position préférée, Mhm. tu sais pas comment réagir pour ne pas tomber, tu sais pas comment faire, pour garder cette position. Tu vois? Donc tu as un sentiment d'insécurité. Oui, on se sent coincé, j'imagine, ouais, quand on est un bébé, Et d'accord. ce que tu vas te dire, c'est cette position, bah, elle est pas normale, elle est pas confortable, elle est pas naturelle, Mhm. j'ai pas envie d'essayer par moi-même. Et donc l'enfant va mettre plus de temps à s'asseoir qu'un autre enfant. Ouais, je vois. Comme quoi, des fois, en voulant forcer les choses, tu retardes plus qu'autre chose, quoi, en fait. C'est ça et c'est pareil pour la propreté. Plus on va Mhm. mettre la pression à l'enfant: «Oui, mais il faut que tu sois propre parce que sinon tu pourras pas aller en école primaire et tout». Mhm. L'enfant, il va pas se dire: «Je vais être propre pour moi». Pourquoi c'est important d'être propre? Bah, parce que ça fait plaisir à papa, maman. Mhm. Mais ça va pas le motiver en vrai. Il va se Ouais. mettre la pression et puis dès qu'il va rater, il va se dire: «Ouais, mais là, je vais rater donc je suis pas capable, Mhm. ça sert à rien, je continue». D'accord. Ok. Donc c'est vraiment laisser le temps à l'enfant de découvrir par lui-même, l'encourager, remarquer ses progrès et petit à petit, les choses, elles se feront. Ok. Bon, intéressant. Et accompagner sans forcer ou sans insister, quoi, finalement. C'est ça. On peut montrer à l'enfant, lui suggérer des idées. Par exemple, pour descendre d'une table, un enfant qui a réussi à y monter, qui a un peu de mal, bah, je vais pas lui dire directement, «Attends, je vais t'aider». Je vais Mhm. plutôt lui dire: «Bah, essaye de te tourner et de descendre les pieds d'abord» ou Mhm. «Essaye de trouver une solution, essaye dans une position» et si je vois vraiment qu'il galère, je vais conseiller une position. Mhm. D'accord. Ok. Bon, très intéressant. Alors Euh, après, un autre conseil, mhm. c'est, de bannir toute violence, bon ça comme c'est dit, mais pas seulement corporelle, mais aussi, verbale. Il y a ce qu'on appelle la violence ordinaire, qu'on dit à un enfant: «Tu es pas capable, tu es nul, ton grand frère il fait mieux que toi». Tous ces mots ont un impact en fait sur l'enfant où il va se dire: «Si je suis nul, bah, peu importe les efforts que je vais faire, de toute façon je vais être nul». Donc il va faire moins d'efforts, tu vois? Oui. C'est vraiment tous nos mots et gestes ont une conséquence directe et un truc bénin pour nous, ça peut prendre des mesures, radicales pour l'enfant. Oui, oui, bien sûr, j'imagine, oui, bah, c'est pas nouveau, oui, que c'est vrai qu'on met les enfants plus ou moins en compétition. Ils en parlaient notamment pour les notes à l'école, mais la comparaison aux grands frères ou aux cousins, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire, on a tous eu, entre guillemets. Peut-être que c'est de moins en moins le cas maintenant, mais oui, je vois très bien de quoi tu veux parler, oui. Mmh. Ça, je pense tous ceux qu'on est frères et sœurs, on a eu ça. Ah bah oui, carrément, hein, complètement. Bon, moi ça va, j'étais un peu l'intello de la famille, donc c'est plutôt ma sœur qui se sentait rabaissée à mon avis. Ouais, tu dis ça parce qu'elle est pas là pour témoigner, donc c'est bon, tu peux le dire. C'est ça, j'en profite. Exactement. Non, mais Euh, même par exemple, quand tu es intello, si on te dit, «Ouais, tu sais tout», parfois ça va agacer l'adulte que l'enfant il sache beaucoup de choses et quand on te dit: «Ouais, mais tu sais tout toi», tu vas mal le prendre en fait. Tu vas te dire: «Ah, OK, bah, peut-être que le fait que je sois intelligent, ça pose en fait problème. Peut-être que, ça peut mettre en difficulté ma relation avec l'adulte ou avec ma grande sœur ou autre». Et mhm. donc tu vas avoir tendance, c'est naturel, à te reculer de ça et au final à pas t'exploiter à 100. Mhm.
Bon, Après, oui, vas-y, un autre vas-y. conseil qui me vient, Mhm. c'est tout ce qui est regard extérieur, ignorer totalement. Quand tu éduques un enfant, c'est toi qui sais pourquoi tu fais les choses. C'est ta relation avec l'enfant, tu le connais mieux que personne. Je prends l'exemple dans un centre commercial, les enfants qui se roulent par terre pour avoir ce qu'ils veulent. Ça arrive. Oui. Moi, j'avais une cousine qui me le faisait. La plupart, ils vont regarder autour d'eux, ils vont voir les passants. Les passants, ils vont se dire: «Ouais, c'est un mauvais parent, ouais, l'enfant est mal élevé et tout». Et l'adulte va réagir en fonction de ça. Il va se dire: «Il faut que je montre mon autorité pour ne pas, moi, être jugé en tant que parent». Mais en faisant ça, il perd sa relation avec l'enfant. Alors que s'il se concentre sur son enfant, il va mieux savoir réagir. Ça va être plus naturel et l'enfant va se sentir écouté. Le regard des autres, il a un impact sur l'enfant, mais aussi sur l'adulte. Mhm. Oui, bien sûr. Et peut-être d'ailleurs que l'enfant le sent, ça, que son père ou que sa mère peut être regardé, et peut-être que des fois ils peuvent s'en servir. Donc d'où peut-être l'intérêt, comme tu dis, de se concentrer sur son enfant en faisant un peu abstraction de ce qu'il y a dehors, quoi. C'est ça, un enfant, il va ressentir 10 fois plus ce que nous-mêmes on ressent. Oui, je pense aussi, ouais, je suis C'est d'accord. une Ouais. éponge à émotions. Et s'il sent qu'on est stressé ou, ou qu'on est inconfortable avec le regard des autres, bah, il va se dire: «OK, soit j'en profite parce que je sais que je peux jouer sur ça, qu'il va céder, soit au contraire, ah ouais, mais là je m'en discuter mon parent, je sais pas comment réagir, bah, moi ça me stressait encore plus donc je vais continuer ma crise et je vais pas Mhm. savoir comment m'arrêter». D'accord, oui, oui. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres conseils là qui te viennent ou on a fait le tour? Il y en a déjà un paquet. Attends, je réfléchis, un autre conseil, mmh, si je reste, c'est vraiment prendre le temps aussi de jouer avec ses enfants, de prendre du plaisir. Parce que c'est vrai Mhm. que quand on éduque un enfant, c'est principalement tout ce qui est vie quotidienne, c'est on prend pas le temps en fait de prendre du plaisir nous-mêmes en tant qu'adultes avec l'enfant. C'est-à-dire proposer un jeu de société très important, c'est créer un lien différent. C'est montrer à l'enfant: «Voilà, je suis p là pour toi pour ton éducation, mais je suis aussi un partenaire. C'est tu peux compter sur moi quand il faut, mais le reste du temps, tu peux aussi t'amuser». C'est montrer à l'enfant qu'on n'est pas que l'autorité. D'ailleurs, je préfère la méthode Picler où on n'est pas l'autorité, on est, l'accompagnant. D'accord. Je t'ai pas demandé la méthode Pickler justement, c'est de quelle origine ça? C'est de l'Est? C'est de Hongrie. Ah oui, Hongrie. Ah bah d'accord, ok, ouais. Pas étonnant, d'accord. T'en as parlé tout à l'heure. Ok. Bon. Très bien. Bah, pour moi, c'était ma dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors, juste une chose au niveau de l'éducation, c'est que, si on veut que ça bouge, il faut non seulement montrer l'exemple, mais aussi qu'il y ait parents qui mettent en place ces méthodes, qu'ils hésitent pas à en parler justement, à montrer les bénéfices de ces méthodes. Parce que plus il y aura de parents qui se feront remarquer dans ce sens-là et plus, peut-être que le gouvernement se dira: «Ah effectivement, ça marche, peut-être qu'il faut changer les choses». Bah écoute, c'est bon pour moi. Est-ce que tu voulais rajouter un petit quelque chose Alors alors donc j'aimerais parler rapidement d'un petit bot que j'ai développé sur Discord et que je compte utiliser aussi en éducatif. Mhm. C'est, je sais pas si tu connais, Fiction Interactif. En fait, c'est des jeux où que tu fais du choix dans l'histoire. Par exemple, quand je raconte une histoire, bah, je demande parfois aux enfants, «OK, maintenant qu'est-ce qu'il fait Japon rouge? Est-ce qu'il va plutôt passer par la forêt ou est-ce qu'il veut plutôt essayer de contourner la forêt?» Et en fonction de ça, j'adapte mon histoire Ouais. et c'est un système aussi utilisé pour les adultes, ce qu'on appelle les RPG, textuels ou les jeux de rôle textuels et donc j'ai créé un bot qui permet de jouer à ce type de jeu sous forme de scénario. C'est-à-dire tu as des scénarios et dedans tu fais des choix et en fonction de ça, bah, tu as différentes situations qui arrivent. Voilà, donc est-ce que je pourrais mettre un lien quelque part, tu penses? Ah oui, oui, bien sûr, Pour ceux qui carrément, veulent pourquoi essayer? pas. Ouais, et puis même là sur le serveur, on pourra le mettre, mais même, ouais, ouais, carrément, pourquoi pas. OK, bah, je t'enverrai un lien sur Discord. Allez, avec plaisir. Et moi, j'essaierai de le mettre en description du podcast. Alors, pour la version YouTube, ça sera facile puisqu'il y a une description. Pour les versions Spotify, Deezer, etc., je mettrai en dessous. Il y a quand même toujours moyen de s'arranger. D'accord. Parce que je compte bientôt, en fait, proposer des scénarios qui seraient adaptés aux enfants. Bon, après, Discord est plus pour les plus de 13 ans, mais ça peut permettre à des enfants de jouer accompagnés d'un adulte. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ok, pourquoi pas. Bon, mais ouais, pas mal. C'est un beau projet en tout cas. C'est intéressant. Bah, merci. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'était bien. Merci beaucoup à toi parce que c'est bien que de pouvoir parler des méthodes d'éducation sur internet. On n'a pas souvent l'occasion Mm. et je trouve ça cool justement d'offrir cette vitrine. Ben, c'est gentil, ouais. Moi, c'était le projet au départ, ouais, d'essayer de donner un peu la parole à des gens
qui ont des choses à dire intéressantes, pertinentes, mais soit qu'on prend pas le temps d'écouter, soit qui n'ont pas vraiment de vitrine, comme tu dis. Et là, ouais, j'ai vu ton message, là, un petit peu ton projet. Je me suis dit, oui, c'est carrément génial, ça vaut le coup d'en parler, de poser des questions. Et voilà, bah, c'était bien sympa. Bah, écoute, merci encore et bonne continuation alors. Merci beaucoup et puis bon courage aussi pour ta radio. Bonne continuation. Merci.